a donc réussi à libérer ses 5 frères et sœurs du ventre de leur père, et à présent, une guerre semble inévitable. En effet, Zeus est toujours déterminé à renverser son père et à mettre fin au règne des Titans. De son côté, Cronos ne pourra pas avoir la paix tant qu'il sait que ses enfants sont en vie et qu'il menace son règne. Cette guerre sera connue dans le monde entier sous le terme de Titanomachie, et celle-ci va durer 10 ans. Mais avant de nous intéresser à la guerre en elle-même, on va s'intéresser à ce qui se passe sur Terre pendant ces 10 années. Déjà, il y a des changements au niveau géographique. Cette guerre, elle est très violente et elle se voit s'opposer des divinités très puissantes. De ces conflits, le relief s'en voit changer. Et ils sont même marqués par cette guerre. On a des continents entiers qui vont se retrouver déplacés. On a la création d'îles, de montagnes, de volcans, de cratères, etc., etc. Mais pendant cette guerre, il n'y a pas que la géographie qui va changer. La vie qui existe sur Terre va elle aussi évoluer pendant ces 10 années, et c'est le point sur lequel on va se pencher aujourd'hui. Tout d'abord, je dois faire un mea culpa par rapport à la première vidéo que j'ai sortie, où j'ai indiqué que les 9 muses étaient les filles de Mnémosyne et de Krios. Il se trouve qu'elles sont effectivement les filles de Mnémosyne, mais que leur père n'est pas Krios, mais n'est autre que Zeus. Donc Zeus et Mnémosyne vont avoir comme enfants les 9 muses, et donc on voit d'ores et déjà que les dieux ne perdent pas le nord, et que même pendant 10 ans de guerre, ils en reviennent toujours à l'essentiel, c'est-à-dire le sexe. Et il se trouve que je me suis posé une question que je n'ai vue apparaître nulle part dans mes recherches. Comment ça, mon ref? Je m'explique. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous savez que Zeus est un dieu et que Mnémosyne est une titanide. D'ailleurs, elle n'est pas n'importe quelle titanide, puisque effectivement elle fait partie des progénitures d'Ouranos et de Gaïa, donc elle fait partie des titanides au sens très pur du terme. Ça me permet de revenir un peu sur le terme de titan, puisqu'effectivement, les titans, ce sont à l'origine les enfants premiers d'Ouranos et de Gaïa, mais ensuite les enfants des titans sont eux aussi considérés comme des titans, sauf s'ils sont croisés avec un dieu. Entre autres, les 9 muses ne seront pas considérées comme des titans, elles ne seront même pas considérées comme à moitié titans, on les considérera comme des déesses parce qu'elles sont les filles de Zeus qui est un dieu, peu importe avec qui il les a eues. Mais donc je reviens sur cette petite affaire entre Zeus et Mnémosyne, qui est que donc, non seulement les dieux pensent toujours à leurs besoins primaires sexuels pendant la guerre, ce qui s'entend, ce qui se défend tout à fait, mais en plus ils le font avec des ennemis. C'est quand même un peu louche, bizarre. Et comment ça se passait? Est-ce qu'ils se faisaient des trêves, moments de plaisir? Ou est-ce que c'était des rencontres masquées? Et il y a des choses, il y a une information qu'on n'a pas particulièrement, c'est qu'on ne sait pas si les 9 muses sont nées d'un même accouchement ou si elles sont nées les unes après les autres. Ça voudrait dire que ça n'est pas arrivé qu'une fois par hasard sur une erreur, ça revenait régulièrement. Bref, à mes yeux, ça n'a pas trop de sens qu'ils fassent ça entre ennemis. Mais passons, c'est la mythologie. Les muses sont donc toutes des filles et au nombre de 9 pour représenter les 9 formes d'expression artistique. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle énumération de noms et de rôles absolument interminables? Eh bien parfait, allons-y. La première des muses et celle qui est considérée comme la chef de toutes les muses, c'est Calliope et elle est la muse de la poésie épique. Nous avons Clio qui est la muse de l'histoire, et l'histoire dans le sens qu'elle raconte les récits des personnes importantes du monde, et non pas qu'elle raconte le conte des 3 petits cochons. Erato qui est la muse de la poésie lyrique et érotique, qui devait très probablement être très appréciée des dieux, j'imagine. Euterpé qui est la muse de la musique. Melpomène qui est la muse de la tragédie. Polymnie qui est la muse de tellement de choses que je vais me permettre de le lire devant vous. Elle est la muse des hymnes, de la danse, de la poésie et de la musique sacrée, de la rhétorique, de l'agriculture, de la pantomime, de la géométrie et de la méditation. Rien que ça. Terpsichore qui est la muse de la danse, Thalie qui est la muse de la comédie et du genre de poésie de l'idylle, et enfin Uranie qui est la muse de l'astronomie et de l'étude des étoiles.
Et non, il n'y avait pas de muse du cinéma ou de la bande dessinée. Les Grecs ne devaient pas être assez imaginatifs, je présume. Zeus va également coucher avec Eurynomée, qui est la plus belle des Océanides. Océanides, je vous le rappelle, qui sont les fils et les filles descendantes de Thétis et d'Océanos, qui sont tous deux des titans, et donc par définition, les Océanides devraient être aussi considérés comme des titans. Donc Eurynomée elle-même est une titanide, donc Zeus couche encore avec une titanide qui est aussi son ennemi. De cette union vont naître 3 enfants qu'on appelle les Charites, ou qu'on appelle également les 3 Grâces. Il s'agit d'Aglaé, la splendeur, Euphrosine, la joie et la gaieté, et Thalie, qui a donc effectivement le même nom qu'une des muses, déjà fille de Zeus, c'est-à-dire que Zeus a déjà plus d'une dizaine d'enfants, et sur ces dizaines d'enfants, il y en a déjà 2 qui ont le même nom. Bref. Et donc Thalie est elle la déesse de la liesse. Nyx, qui je vous le rappelle a déjà plus d'1 millier d'enfants qu'elle a conçus toute seule comme une grande, a de nouveau des enfants, parce que ça ne lui suffisait pas. Dans un premier temps, elle a 3 nouvelles filles qui sont les moires, ou en grec les moirai. Ces filles sont les 3 fileuses de la vie. On a Cloto, qui tisse le fil de la vie, Lachésis, qui le déroule, qui le fait avancer, et on a Atropos, qui coupe le fil. Les moires sont très importantes dans la mythologie grecque puisque ce sont elles qui exécutent le destin des êtres, qu'ils soient mortels ou immortels, à travers le lien qu'est ce fil. On a déjà parlé de Moros, du destin fatal, de ce genre de divinité qui, elles, donnent la mort, entre autres, aux mortels. Eh bien, les moires, elles exécutent cela en coupant les fils de la vie. Nyx a ensuite de nouvelles filles, de nouveau pas très sympathiques, qu'on appelle les Kers. Ce sont les divinités de la mort violente. Elles volent de champ de bataille en champ de bataille pour aller sucer le sang de ceux qui sont tombés au combat. À côté de cela, on a la naissance d'un grand nombre de divinités mineures. La différence entre une divinité mineure et une divinité du coup majeure qu'on appellerait les dieux, les titans, ces divinités-là, ou les entités primordiales, ce sont que les divinités mineures ne vieillissent pas, elles sont immortelles vis-à-vis du temps, mais pour le coup elles peuvent mourir dans d'autres circonstances, plus humaines, si on peut dire ça comme ça, comme la faim, une blessure, une maladie, etc. Ces divinités mineures sont des esprits de la nature qu'on connaît sous le nom de nymphes. Et en tant qu'esprits de la nature, eh bien ces nymphes, elles sont reliées directement à un élément naturel. Ce qui fait qu'elles vivent dans cet élément naturel, et que si l'élément naturel venait à dépérir, elles dépérissent aussi. Et en fonction de l'élément naturel, eh bien on a différentes catégories de nymphes qu'on va se permettre d'énumérer maintenant. Je sais que vous adorez les énumérations, on est reparti. Nous avons tout d'abord les Oréades, qui sont les nymphes des montagnes, des collines et des grottes. On a ensuite les Néréides, qui sont les nymphes des mers. Nous avons les Naïades, qui sont les nymphes des eaux douces. Et les naïades se divisent encore en 2 groupes de nymphes. Nous avons les Pégées, qui sont les nymphes des sources naturelles, et les Potamides, qui sont les nymphes des fleuves et des rivières. Les Holoniades sont les nymphes des prés et des bosquets, les Léimoniades sont les nymphes des prairies en fleurs, et les Dryades sont les nymphes des arbres. Et pour le cas des Dryades, on a bel et bien une Dryade qui équivaut à un arbre. Un arbre ne veut pas forcément dire qu'il y a une dryade qui lui est rattachée, mais si une dryade existe, elle est rattachée à un arbre. Si l'arbre meurt, la dryade meurt. Donc si on repense aux Méliades, ces fameuses nymphes du Friendemann qui ont entre autres aidé à élever Zeus, eh bien elles ce sont des dryades de l'espèce d'arbre qu'est le Friendemann. Les nymphes sont reliées de par leur vie à l'élément qui les a vues naître. Pour autant, il ne semble pas qu'elles aient de contraintes vis-à-vis de cet élément précis, en tout cas, elles ne nous sont pas données. Par exemple, si une dryade venait à quitter son arbre et à aller faire sa vie ailleurs, on ne nous dit nulle part que cela pourrait avoir une quelconque incidence sur la vie de cette dryade. À part effectivement que si l'arbre venait à se dépérir, la dryade viendrait à dépérir également. Donc d'un point de vue survie, il y a un intérêt de la part des nymphes de rester proches de l'élément auquel elles sont reliées. Mais en dehors de ça, celles-ci n'ont pas l'air contraintes d'une certaine autre manière à rester proches de l'élément qui les a vues naître, même si effectivement on les verra très rarement s'en éloigner, probablement parce qu'il existe également un lien très fort qu'on pourrait peut-être définir par de l'amour ou par un autre lien, on ne sait lequel, entre cet élément et les nymphes du même
éléments. Et vous l'aurez probablement compris, les nymphes ne sont pas sur un pied d'égalité au niveau survie. En effet, les êtres humains ne sont pas encore arrivés sur Terre à ce moment de l'histoire, mais quand ils le feront, ils auront besoin entre autres de bois pour construire leurs habitations ou toute autre sorte d'outils. Si vous êtes une dryade, vous avez tout intérêt à protéger le bois de votre arbre. Par contre, si vous êtes une oréade et que vous vivez dans une grotte, dans une montagne ou sur une colline, il est beaucoup moins probable que vous ayez des humains ou d'autres espèces animales qui viennent détruire votre grotte, votre montagne ou votre colline. Donc entre autres, si vous êtes une oréade, vous pouvez vous balader l'esprit un peu plus tranquille que si vous étiez une dryade par exemple. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, entre autres sur toutes ces nouvelles naissances qui continuent d'apparaître, bien que la guerre fasse rage, les changements géographiques liés à la guerre ont beau être ce qu'ils sont, pour autant c'est pas tant le plus important, c'est effectivement la vie qui se développe sur Terre qui, elle, a son importance assez cruciale. Que donc pendant que Dieu et Titan se font la guerre, la vie se développe, elle se diversifie, elle se complexifie, avec entre autres l'arrivée de toutes ces divinités mineures, et c'est là un point non négligeable dans l'enjeu de la guerre, puisqu'en effet, le vainqueur va régner sur le monde, et ce monde pour lequel ils se battent, il est en train d'évoluer, de changer, de se diversifier. La vie qui y naît est en train d'être plus grande, plus complexe, plus diverse. Donc au-delà du règne pour le pouvoir, il y a donc l'enjeu de régner sur un monde qui est rempli de bien plus de vie et avec beaucoup plus de possibilités.